Alors, nous donnons la parole à Raymond Polo. Il y a quelques mois, le professeur Quentin Denost de l'équipe du professeur Rullier à Bordeaux est venu nous communiquer une étude pour essayer de diminuer le nombre de stomies après résection antérieure du rectum. Raymond Polo, dont on connaît l'expérience en chirurgie colorectale, souhaitait apporter une réponse et donc sa communication est intitulée « Comment améliorer le résultat du traitement chirurgical du cancer du rectum sans stomie d'amont pour tous les patients ». Voilà, merci. Je vais essayer d'être bref. Je tiens à saluer bien sûr tous nos collègues, saluer le président et le secrétaire général et surtout les remercier de m'avoir donné l'occasion de reprendre la parole aujourd'hui. C'est le même thème que j'avais développé il y a 5 ans. Alors, le président m'a dit « Bon, mais tu feras quand même attention de ne pas paraître ringard avec ta présentation. » Alors, mon cher Philippe, je tiens à te rassurer, mes propos seront ceux d'un artisan chirurgien qui, pierre après pierre, a bâti une stratégie sur le traitement du cancer du rectum en s'appuyant sur les fondations qui nous avaient été transmises par Jean Moreau, pour lequel j'aurai une attention toute particulière cet après-midi. Alors, nous avons publié donc sur ce sujet à notre académie il y a 5 ans et l'accueil de l'assistance me semblait favorable à nos propos, notamment Georges Mention qui nous écoute donc aujourd'hui. Certains de nos confrères étaient surpris, d'autres étaient un petit peu sceptiques, notamment lorsque j'avais attiré l'attention sur l'importance du biotope, du microbiote sur la cicatrisation de la muqueuse intestinale, sachant que les cellules de la muqueuse se renouvellent tous les 3 jours, alors que les cellules des globules rouges ont une durée de vie de 120 jours et celles du foie de 480 jours. Et ces 3 jours-là, on va les retrouver donc dans l'exposé, c'est le 3e jour post-opératoire qui, comme par hasard, commence à poser problème. Depuis 2016, ce sujet n'a plus été abordé, sauf erreur de ma part, à l'Académie. Et il y a 3 ans, lors d'une excellente séance sur le cancer du rectum, ici même, il avait été retenu que toutes les anastomoses colorectales en dessous de 7 cm de la marge anale devaient être protégées par une iléostomie. C'était les propos de Rullier. Comme un éternel refrain, ce problème des stomies d'amont avait déjà été évoqué il y a plus de 30 et même 50 ans. Philippe Bérard à Lyon réalisait ses anastomoses sans stomie de protection, car selon lui, le passage précoce des selles au niveau de l'anastomose assurait un bon calibre de cette dernière et un bon résultat fonctionnel. Un assistant du professeur Malafos, de mémoire 16 heures, je crois qu'il s'appelait comme ça, prônait la fermeture de l'iléostomie au 8e jour post-opératoire si les suites avaient été simples, avec un bénéfice fonctionnel pour le patient et un bénéfice économique pour la sécurité sociale. D'autres auteurs réalisaient une iléostomie sans l'ouvrir et la refermer au 8e jour post-opératoire si les suites avaient été simples. C'est donc avec un grand plaisir que j'ai suivi en mars dernier en vidéoconférence l'exposé de Quentin Denost de l'équipe de Rullier de Bordeaux concernant l'utilisation sélective de la stomie de protection dans le traitement du cancer du rectum. La démarche thérapeutique abordée par nos amis bordelais est différente en bien des points de celle que je me suis évertué à élaborer et il me paraît intéressant de vous la soumettre. Quentin Denost a adopté une classification des patients selon des critères classiques en 7 groupes allant de 0 à 6 pour les fumeurs, les diabétiques, les obèses, les hypertendus, les hommes, les femmes, etc. Et les patients du groupe 0, 1 et 2 avaient respectivement un risque de fistule qui allait de 6, 10 et 13% pour ces 3 premiers groupes, alors que les suivants jusqu'au 6e groupe voyaient le taux de fistule augmenter et il était de 50% pour le groupe 6. Donc, il avait été décidé par l'équipe bordelaise
de réserver la chirurgie du rectum avec fermeture sans iléostomie seulement pour les 3 premiers groupes, 0, 1 et 2. À partir du 3e groupe de risque, il y avait une iléostomie systématique. Avec cette attitude, notre ami Quentin Denost, qui a été très présent au dernier congrès de l'AFC, et c'est certainement un garçon qui aura un bel avenir, il était content de dire que cette façon de procéder permettait à ce groupe de patients d'obtenir 70% de résultats sans iléostomie et de permettre une sortie rapide des malades. Toutefois, je dirais que sur un groupe choisi, il y avait quand même 30% de réintervention chez ces patients-là du 2e au 4e jour. Donc, compte tenu de ces données-là, c'est ce qui m'a donné l'idée de venir vous reparler ce soir de ma stratégie, qui est donc, nous a été apportée tout jeune donc, par ce que Jean Moreau nous avait apporté. Et en ce qui me concerne, les 2 grosses différences par rapport à l'attitude de Bordeaux, c'est l'aparotomie et non pas célioscopie. Donc là, bon, il faut avoir le courage de le dire. Et d'autre part, tous les patients aptes à subir une laparotomie sont pour moi aptes à bénéficier d'une anastomose colorectale sans stomie d'amour. Alors d'emblée, pour l'aparotomie au lieu de laparoscopie, il y a 5-6 ans, Adams de Lyon était assis là derrière et il a dit « Oh, il y a comme une grande statistique de Nouvelle-Zélande et d'Australie qui montre que la chirurgie du rectum a de meilleurs résultats avec la laparotomie. » C'est passé sans commentaire parce que c'est mal vu de dire que la laparotomie, dans certains cas, reste supérieure à la laparoscopie. Pareil, au dernier congrès de chirurgie, un de nos jeunes confrères est venu avec parlant du traitement des métastases multiples du foie, donc provenant des cancers. Il avait dit que la laparotomie reste préférable car elle permet d'économiser plus de tissu hépatique, puisqu'on sait qu'il va falloir parfois réopérer ces malades-là, que d'autre part, à certains endroits du foie, une fois qu'on a excisé les plus grosses métastases pour les détruire par thermocoagulation, c'était plus facile sous laparotomie, et qu'enfin, les métastases de la partie postérieure du segment 8 étaient plus facilement accessibles par laparotomie que par célioscopie pour les détruire, et non pas pour simplement les repérer. Aucun commentaire dans l'assistance. On n'a pas dit oh ben c'est bien, tiens, c'est intéressant ce que tu as dit. Non, c'était passé, il n'y a rien à voir. Donc, moi, j'ai le courage donc, de vous exposer pourquoi je pense que la laparotomie garde sa place dans le traitement chirurgical des cancers du rectum. En ce qui me concerne, sur une expérience de plus de 500 cas, j'ai donc opéré tous les patients sans stomie au départ. Et parmi tous ces patients-là, seuls 10%, et avec l'expérience, on peut descendre à 8 et à même 6%, ont bénéficié au 3e jour post-opératoire d'une colostomie droite. Et pourquoi une colostomie droite? Parce que pour moi, la colostomie est plus facilement manageable qu'une iléostomie. Elle donne moins d'ennui, à mon avis, est cutanée, pas de diarrhée, souvent mortelle, pas mortelle, mais enfin grave dans les iléostomies. Et d'autre part, en faisant une colostomie droite, on maintient le microbiote du côlon qu'on n'a pas lorsque l'on fait une iléostomie. Donc, cette colostomie droite est faite sur des arguments uniquement cliniques, c'est-à-dire que, et tous les patients qui ont eu cette colostomie avaient le même profil, c'est-à-dire que le premier soir, vous passez la visite, oh merci docteur, vous n'avez pas fait de colostomie, le lendemain, on les trouve assis devant le lavabo en train de se raser, ils sont tout contents, le soir pareil, le lendemain, au 2e jour, ils sont déjà moins en forme, ils vous parlent moins, je suis un peu fatigué, vous regardez la feuille température, un petit clocher fébrile, la diurèse a un petit peu baissé, et si on est curieux et qu'on va voir au niveau de l'anus, on voit une hypersécrétion de mucus, ça c'est moi qui l'ai constaté, j'appelle ça une hypercrinie correspondant à une inflammation débutante au niveau de l'anus. Donc ces malades-là descendent le matin à 7 heures au bloc opératoire et ils ont une colostomie droite sans scanner, sans autre examen, parce qu'on risque de perdre du temps. Et d'ailleurs, les Hollandais avaient bien fait à un moment donné une grande étude sur les critères permettant d'affirmer l'apparition
d'une fistule. Ils ont fait ça, c'était le score d'Hult. Ils insistaient sur le fait que les éléments cliniques étaient les premiers à apparaître et que donc il fallait se fier à ces éléments cliniques plutôt que de penser à des examens paracliniques. Et moi, je ne faisais pas faire de scanner. D'ailleurs, au début de mon expérience, il n'y avait pas de scanner. Mais même parce que le matin où le malade descend au bloc opératoire, si vous faites un scanner, il peut vous dire « oh ben non, on ne voit pas grand-chose », etc. Et on perd 1 ou 2 jours. Tandis que si on fait sa colostomie le matin du 3e jour, le transit n'a pas été repris, on fait une colostomie droite et à ce moment-là, on se trouve dans le même cas que si on avait fait la stomie d'emblée pour protéger son anastomose. Voilà un petit peu. Deuxième argument pour faire une colostomie droite, c'est que cette colostomie droite se fait par une petite incision, donc pararectale droite, toujours bien sûr à droite pour ne pas menacer l'arcade du côlon qui a été abaissé si on veut aller à gauche. Et lors de la confection de cette colostomie, et là j'insiste, jamais je suis allé voir en bas comment ça se passait, parce qu'on sait qu'en cas de réaction inflammatoire, il y a déjà des accolements qui vont protéger un petit peu votre anastomose si jamais elle est menacée. Et comme disait Marc Yvet, une anastomose cicatrise autant par dehors que par dedans. Si on va aller regarder et désinsérer, à ce moment-là, on risque effectivement de faire d'une pré-fistule une véritable fistule. Donc, pour arriver à ces résultats-là, donc les malades qui ont une colostomie, pratiquement, on leur fait systématiquement un scanner le 3e jour et le 5e jour, qui en principe est toujours rassurant. Et les patients sortent au bout du 8e jour avec leur stomie, qui sera refermée au bout de 2 mois, avec des résultats généralement très bons, à condition de dilater l'anastomose régulièrement durant ces 2 mois-là. Quant aux autres patients qui n'ont pas eu de stomie, eh bien, ils sortent au 7e ou 8e jour. Je ne vois pas pourquoi se dire ben moi, je les laisse sortir au 4e jour, comme si on était un héros, parce qu'on laisse sortir ces malades très tôt. Non, je pense que la sagesse veut qu'on les garde jusqu'au 7e jour, car il peut toujours se passer un aléa un peu plus tardif. Et alors, et je terminerai là-dessus, pour arriver à ces résultats-là, il y a différents petits gestes de l'artisan, j'avais annoncé au début, qui m'ont permis, je crois, d'accéder à ces résultats-là. D'abord, quand j'opère, c'était toujours avec 3 aides. Et non pas que certains me disent, ben moi, avec une aide, je fais un cancer du rectum, c'est une erreur. Le risque de fistule est augmenté par 3 ou 4 si on opère avec une seule personne. Donc toujours, et même en privé, il n'y a pas de raison, ben on peut se payer 3 aides opératoires, une en face, l'instrumentiste avec sa table qui enjambe la jambe droite du patient qui est en position gynécologique en léger train de Lundbourg, et une aide entre les jambes qui, à un moment venu, lorsqu'on descend très bas, avec une valve de Leriche, permettra de tirer vers le haut le bloc prostate-vésicule séminale et l'isthme-utérin chez la femme pour verticaliser la paroi postérieure du vagin de façon à ne pas l'effondrer. J'ai vu à différentes démonstrations, sous la paroscopie, rentrer 2 fois dans le vagin. Et à ce moment-là, pour un cancer du rectum de 5 à 6 cm qui devait sortir 8 jours après, se retrouver avec un côlon abaissé en transanal et en plus une iléostomie de protection. Alors voilà un petit peu, si vous voulez, en ce qui concerne les aides opératoires. Bien sûr, médiane sous-ombilicale en périombilicale prolongée un petit peu chez les gros obèses. L'intestin grêle toujours bien protégé avec un champ humide, ce qu'on oublie, on ne doit plus le voir durant tout le reste de l'opération. Abord premier de la mésentérique inférieure au ras de l'aorte, avec prélèvement de tous les ganglions situés à ce niveau-là pour les analyser. Ensuite, on poursuit la mésentérique inférieure et je la sectionnais après le départ de la colique gauche, estimant qu'en cas d'insuffisance de l'arcade vasculaire du côlon d'amont, le maintien de la colique gauche permettait donc d'améliorer la circulation donc, du cercle anastomotique péricolique
Et là aussi, j'ai vu quelquefois, bon, en liant la mésentérique au ras de l'aorte, chez d'autres confrères ou par vidéo, avoir un côlon qu'on descend, qui est un peu bleuté, qui n'est pas très bien vascularisé, parce que Regin Beau, notre confrère Damien, avait très bien publié il y a quelques années dans le journal de chirurgie, un article disant que la colica média n'était pas quelque chose d'énorme comme apport sanguin et qu'il fallait simplement la considérer comme faisant partie de ce cercle anastomotique péricolique. Donc, si on a un cercle anastomotique péricolique qui est un petit peu juste, on peut avoir effectivement, en fin d'intervention, un côlon qui est mal vascularisé, donc source de fistule. Bon, voilà. Donc, ligature de la mésentérique après le départ de la colique gauche. Ensuite, ce qui me paraît important, je descends de chaque côté, incision du péritoine. Après avoir repéré l'urtère, du côté droit, je laisse un lambeau de péritoine assez long qui recouvre l'urtère et qui permettra de péritoniser en fin de course. Peut-être pas sur l'aspect technique, plus sur les stomies ou pas, tu vois, la parotomie ou pas. Voilà. Si non, il y a quand même quelques détails. Si j'annonce ces résultats-là, c'est qu'en technique, il y a des petits gestes. Donc, je vais continuer. Par exemple, j'enlève la totalité du mésorectum. Mais oui, c'est pas la question. La totalité du mésorectum, parce que si on laisse en dessous de 7 cm, donc le bas du mésorectum, on porte l'anastomose dans une zone du rectum qui est mal vascularisée à la jonction de la vascularisation de la mésentérique et puis des artères du truc. Et à ce moment-là, c'est une zone où on porte son anastomose dans une zone qui n'est pas très bien vascularisée. C'est une des raisons d'un succès ou d'un insuccès. Voilà, ça, il faut quand même. Donc, moi, j'ai toujours enlevé la totalité du mésorectum. Et un jour, un de mes radiothérapeutes me dit, tu enlèves tout le mésorectum. J'ai dit, je ne sais pas opérer un cancer du rectum sans enlever tout le mésorectum. Et quand on arrive à l'anastomose, là, c'est reste quelques minutes. Le problème de quand on est donc en manuel, à ce moment-là, la section, bon, passons 4-5 cm au-dessus de la marge anale. C'est toujours mon infirmier anesthésiste qui était habitué, qui aimait bien ça. Il introduit l'enclume à ce moment-là. Le rectum en bas a été sectionné soit avec la petite pince métallique qu'on avait autrefois, soit directement, et à ce moment-là, ça permettait de faire une bourse. L'enclume arrive, et c'est là le détail technique important, fistule ou pas fistule. L'enclume arrive, on a préparé sa bourse, on sort la petite tige centrale, enfin le manipulateur entre les jambes, et à ce moment-là, avant de resserrer la bourse, on lui demande de retirer l'enclume de façon à faire une suture qui n'est pas sous tension. Et une fois que cette suture est faite, au moment de l'agrafage, on lui demande de rester dans cette position-là pour qu'on ait une épaisseur suffisante sur l'enclume pour faire l'anastomose colorectale. Et avant de faire cette anastomose, la main, c'est là le génie de la main, on parle par derrière, on voit que c'est beau. Ensuite, regarde les deux collerettes. Si les deux collerettes sont intactes, c'est parfait. Si elles ne sont pas intactes, on recommence l'anastomose. Il n'est pas question de dire « oh ben ça va quand même aller, je vais faire un anus de protection ». Un anus de protection n'a jamais rendu une mauvaise anastomose, elle n'en a jamais fait une bonne. Voilà en ce qui concerne. Et alors, si on me dit « ah ben oui, mais tu recommences ton anastomose », mais alors pour descendre très bas à un moment donné, je dis ben, « à un moment donné, on peut descendre, on peut être au ras du sphincter ». On peut être au ras du sphincter et alors à ce moment-là, eh ben, l'enclume de l'aide est poussée. À ce moment-là, on a l'enclume qu'on voit face à soi avec la collerette qui est autour et avec un fil avec une aiguille à bourse. On prépare sa bourse en allant de l'enclume vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, il retire l'aide, retire sa pince et on ferme la bourse. Donc on est au ras du sphincter. C'est donc une anastomose vraiment sus-sphinctérienne. Et donc, pour terminer, conclure. Voilà, pour conclure, alors ma conclusion, je vous rapporte 3 cas et qui résume beaucoup de choses. Mon ancien facteur qui avait un cancer du bas rectum, qui avait été traité par radiothérapie, on devait lui faire une amputation parce que c'est le stomato qui, par coloscopie, avait regardé, avait dit au chirurgien « ah ben non, celui-là, il faut absolument l'amputer parce que la lésion est entre 1 et 2 cm de la marge anale ».
D'abord, c'est pas au gastro-entérologue à dire ce qu'il faut faire comme opération. Donc, je l'ai opéré. Il a donc eu une anastomose colo-sus-anale sans stomie d'amont. Il est aujourd'hui mon aide-jardinier. Il va très bien. Il va à la selle normalement. Deuxième exemple. Un de mes voisins est emmené par son fils à ma consultation. Il a découvert un cancer du rectum. Dès qu'il est rentré dans ma salle, ça sentait la nécrose tumorale. Donc, énorme tumeur bourgeonnante, radiothérapie, bonne régression, anastomose colo-sus-anale comme l'autre, sans stomie d'amont, il va très bien. Et enfin, troisième exemple, et puis là, vous verrez donc jusqu'où on peut aller. Une femme de 70 ans qui avait une sigmoïdite pseudo-tumorale, comme on n'en voit plus aujourd'hui, qui était là la femme de la bourgeoisie de Metz, plus 70 ans. Ah, docteur, il ne faudra surtout pas me faire une poche, on ne tâchera pas de faire la poche. Je pensais que la partie distale du sigmoïde serait accessible. Or, il devait y avoir des fistules internes. J'ai donc été obligé de couper très près du sphincter. Et je n'ai pas arrivé à faire ma bourse comme j'avais l'habitude de la faire. Alors à ce moment-là, je lui ai promis pas de stomie, donc il fallait trouver autre chose. J'ai donc fermé mon petit bout de rectum en sus-sphinctérien. J'ai fait un anus ilia gauche, j'ai bien expliqué la chose. 6 mois après, je suis réintervenu. Il n'y avait pas d'adhérence du tout. Et à ce moment-là, je me suis rappelé ma mère qui, durant la guerre, réparait les chaussettes en mettant un petit œuf là, en bois dans les familiales, donc comme chez moi, et puis en céramique dans les familles bourgeoises, et qui recousait donc parce que bon, ça permet de dire. Alors là, pareil, j'ai dit à mon aide, bah, écoute, maintenant, tu vas pousser ton... Mais il dit, mais je ne peux pas rentrer, je suis au ras du sphincter. J'ai dit, bah, c'est normal que tu sois au ras du sphincter, on est là pour ça aujourd'hui. Et petit à petit, sur l'enclume, j'ai arrivé à disséquer avec des ciseaux à boumousse, bien sûr, le rectum qui avait été fermé. Il a sorti son petit bitumule central, anastomose, agrafage, fermeture, pas de stomie, et puis voilà. Bon, alors là, on est à vraiment suprasphinctérien. Et un dernier petit mot pour les intersphinctériennes. Les intersphinctériennes en clientèle, comme ça, tout venant, on en voit très peu. Donc, j'en ai pas fait 2 ou 3 malades que j'ai envoyés dans des centres qui en faisaient. Et ce n'est vraiment que dans des centres qui en ont fait la publicité des intersphinctériennes qu'ils arrivent à avoir quelques cas. Mais dans une pratique courante, il y a très peu d'intersphinctériennes. Je me retrouvais à nouveau en salle d'opération. Donc, je voulais féliciter l'opérateur. Je voudrais poser une question qui est la suivante. Moi, dans mon expérience de colectomie, les rectums représentaient à peu près 10%, ça fait à peu près 120 rectums. Et je ne faisais une colostomie de protection que si je n'étais pas satisfait de mon anastomose. Je voulais signaler un petit artefact qui est utile au point de vue technique, c'est de prendre une bonne seringue de Guyon avec du liquide et un peu de bétadine pour injecter dans le rectum restant le liquide pour voir s'il n'y avait pas une fuite autour de l'anastomose. J'en ai jamais vu, car si les 2 collerettes sont de bonne qualité, il n'y a pas de fuite. Mais je voudrais poser un problème juridique. J'avais discuté il y a environ 5 ans lors d'une communication où j'avais parlé de ma série de 1200 colons avec un avocat qui était présent où l'orateur, dont je ne me rappelle pas le nom, proposait une iléostomie de protection quasi systématique. Je lui dis, moi, je n'ai pas l'expérience de faire systématiquement des protections. J'en faisais pratiquement jamais. Mon taux de fistule, j'ose pas le dire parce que vous vous moquez de moi, il était inférieur à 1%, mais pour toute la chirurgie colique, pas uniquement le rectum, bien sûr. Et d'autre part, l'avocat me disait, si vous prenez le risque de faire un rétablissement idéal, et si vous avez une fistule ou une complication, on vous tombera dessus, vous engagerez votre responsabilité. Donc je voudrais poser la question à l'ensemble des académiciens présents, ceux qui pensent de cette responsabilité, si on prend la responsabilité de ne pas faire de colostomie. Ben, c'est un peu le combat que nous menons aujourd'hui. Alors je dirais par contre que je n'ai jamais refermé un abdomen si je n'étais pas content de l'anastomose. Je l'ai toujours recommencé. Une stomie ne fait pas d'une mauvaise anastomose une bonne anastomose. Ça, c'est un des principes qui peuvent expliquer le résultat que j'annonce aujourd'hui. Parce que si on n'explique pas tous ces petits détails-là, on se dit, ben, tiens, comment ça se fait qu'il vient tous les malades, quel que soit le groupe, eh ben, avec si peu de fistules, c'est parce que c'est plein de petits gestes
finalement, il y a beaucoup d'apprentissage auprès de Jean Moreau dans ce que j'ai raconté. Mais Voilà. bon, on va peut-être en rester là. Moi, je veux dire qu'il y a peut-être une querelle justifiée d'ailleurs, hein, entre une époque où peut-être d'ailleurs on n'opérait pas les mêmes malades et où il n'y avait pas de judiciarisation, et une époque où il y a maintenant des recommandations, des patients peut-être plus âgés, plus fragiles, et il y a des recommandations, voilà. Et je crois que peut-être c'est un exercice différent de la chirurgie, mais on ne va pas épuiser le débat ce soir. Ça pourra peut-être mériter de faire une session. On le recommencera, etc. Parce que je vais encore Voilà. en faire un, puis après Merci je beaucoup. mon tablier. Merci beaucoup, Raymond, de nous avoir beaucoup intéressés. Oui. Merci beaucoup, Bernard, de la question que tu as posée. Il n'y a pas de réponse précise à cette question. C'est à chaque chirurgien de bien définir les raisons de l'indication qu'il a posée de faire ou non une protection par une stomie lors d'une anastomose colorectale ou colosusanale. Merci beaucoup à tous.